l'émission politique, sportive et culturelle en direct. À la gare routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin de la matinale d'information sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes beaucoup plus à la gare routière de l'information avec mes confrères en studio. Nous aborderons beaucoup de sujets ce matin. Vous comprenez qu'on parlera des législatives, surtout que hier, la Cour constitutionnelle a donné les résultats officiels donc, de dernières élections législatives. On attend la Cour suprême pour les régionales. Alors, la nouvelle carte politique du Togo sans l'opposition est-elle viable? C'est entre autres questions que je poserai à mes confrères en studio. On reviendra sur le cas de Jerry Tama qui quitte net la scène politique. Alors, au-delà de ça, petite personne, quelle problématique pose ce débat? La politique au Togo ne se joue plus à la loyale ou n'a jamais été loyale. On va en parler. Et puis, le fameux régime parlementaire, on sait que la Constitution a été promulguée, mais qui a le document officiel finalement aujourd'hui? On cherche cela avec une torche à pile. On va en parler avec les confrères en studio. Bienvenue. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé avec mes confrères en studio. Pour l'instant, Jacques Dakouti. Bonjour Jacques. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs, auditrices de Taxi FM. Merci d'être là. Merci, je salue les Togolais. Je sais que c'est un calvaire par rapport au carburant et à l'électricité. Si, on va en parler. Hier, j'ai vu une image qui m'a un peu touché hier, vers le collège protestant. Il y a un monsieur qui avait vraiment une corpulence. Il était venu au niveau de Tigouel, en face du collège protestant, pour prendre du carburant, mais finalement, il n'y avait pas le carburant. Il était un peu colosse, sa femme aussi. Donc, il était obligé de descendre sur la moto, pousser. Entre-temps, il était fatigué, il a remis la moto à la femme de pousser un peu pour aller vers Atikoumé, pour trouver un peu du carburant. J'ai vu cette scène hier, ça m'a beaucoup touché. Mais voilà, des gens finalement, la femme était fatiguée, lui aussi était fatigué. Ils ont dû se rabattre vers la pharmacie à côté là-bas. Ils ont garé la moto. Ils étaient assis en train de se regarder les uns les autres. C'était saisissant. Très bien. Mais... On va revenir sur ce sujet-là de l'énergie au Togo, électricité, carburant. Une crise réelle finalement au Togo, même si les autorités rechignent à l'évoquer clairement. On va placer un mot aussi là-dessus. Bonjour Ambroise, bonjour. Oui, Eric, bonjour. T'es enrhumé? Jacques, bonjour. Pas enrhumé. C'est vrai que j'ai souvent l'allergie quand il y a la climatisation. Je vais demander au technicien de la climatisation. D'accord, très bien. Que je ne fais pas face à la climatisation. Allez-y. Je salue les amis de taxi, de la plateforme Taxi Premium. Oui, Nassirou, Kader, Sino, Steph, et tout ce monde-là qui est là et qui nous suit actuellement. Et donc, je voudrais juste rappeler à nos amis des BOMAF que le travail qu'ils ont fait au niveau de Ségbé, la route a été faite, même si la route n'est pas large, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute au gouvernement qui n'a pas voulu négocier une route un peu plus large. Espérons que d'ici quelques années, ça va se refaire. D'accord. Mais c'est à chaque embouchure, à chaque sortie de voie rouge, je ne sais pas comment ils l'appellent dans leur terme technique, il y a toujours de l'inondation. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'eau qui reste. Ah, ouais. Quand tu veux quitter la chaussée pour aller vers une route adjacente, il y a toujours l'eau qui reste entre 10 et 20 mètres. Au point que les gens évitent leur propre route.
les gens sont obligés de bifurquer dans les voies, dans les recoins pour rejoindre la chaussée quelque part où c'est mieux. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça ne donne pas une bonne réputation à la société. Moi je leur demande tout simplement, comme ils n'ont pas encore, comment on dit ça, ils n'ont pas encore livré le tout. Le chantier. Ils n'ont qu'à passer dans toutes les voies adjacentes là qui lorgnent vers la chaussée. Oui, ils n'ont qu'à le faire jusqu'à moins 40 mètres pour éviter que les populations souffrent. Parce qu'après tout, ils ramassent tous les nyama et comment vous l'appelez, la boue, tout ça là, sur la chaussée. Oui. Parce qu'ils n'ont pas étendu la chaussée vers au moins 40 mètres, 50 mètres. C'est pas 50, mais au moins 30, 40 mètres, c'est bon quoi. Il y a quand même une délimitation dans le. Je vais toujours répéter ça. D'accord, très bien. Ils entendent ça. On espère que cela fera vraiment écho. On sera rejoint en studio tout à l'heure par Joseph Gada qui est en route ou bien qui. J'ai oublié le grand frère Abou, hein. Abou Atarik Bejo, je l'ai oublié. Ah d'accord, très bien. mais merci à vous tout ça. Je vous prierai de mettre votre casque s'il vous plaît. J'ai un son à faire passer. Ambroise, vous mettez votre écouteur. Écoutez ce message. J'ai souvent l'habitude de dire que les enfants qui ont bien travaillé à l'école, à mon orphelinat, qui ont eu 17, 16 et tout ça, c'est eux qui sont mes problèmes aujourd'hui. Parce qu'on a les diplômes, mais on ne sait même pas où ils vont trouver du travail à faire. C'est ça le problème. Mais ceux qui n'ont pas travaillé déjà, ceux de ACM1, ou bien ils ont eu le BPC, ils ont arrêté parce qu'ils ne comprenaient pas grand chose, ils ont eu 4 ou 5 en moyenne, et après on a décidé ensemble qu'ils apprennent un métier, mais ils s'en sortent. Ils ne créent pas de problème, ils ne m'appellent pas plus le problème, c'est plutôt eux qui m'envoient des crédits même quoi. Ils m'ont acheté des crédits. Après ils disent, comme je ne sais pas qui m'a envoyé, ils m'appellent, papa, est-ce que tu as reçu mes crédits? Oh, j'ai dit, c'est toi qui as fait ça ce matin, tu vois. Et tu vois, c'est ça, c'est tout ça. Mais ceux qui ont eu bac plus quoi, j'ai le diplôme à main, on court de gauche à droite, on n'arrive pas. C'est ça le problème aujourd'hui. Et je me pose la question alors, mais ceux qui ont amené l'histoire d'école et tout ça, mais les enfants chez nous, ils ont des diplômes, venez leur trouver du boulot. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, c'est bien qu'il faut aller à l'école, mais en même temps, si les enfants peuvent aller à l'école le matin, apprendre le français, l'anglais, tout ce qu'il y a, apprendre qui a découvert l'Amérique, qui sauve Colomb en 1492, je ne sais pas ce que ça peut apporter aux gens, mais s'ils peuvent apprendre ça, c'est bon. Mais le soir, si les enfants peuvent aller encore à l'école après-midi, je veux dire, pour apprendre au moins un métier, un truc à la main comme ça, au moins ça peut aider plus quoi. Parce que tous les enfants qui ont fait mon orphelinat, qui n'ont pas travaillé à l'école, que j'ai poussé après d'apprendre un métier, ils s'en sortent. Ils ne meurent pas de faim, comme ceux qui ont leur diplôme en main. Ça fait mal de dire ça, mais ce n'est pas seulement au Togo. Oui, c'est un problème général, sinon comme à l'Afrique. Alors la voix que vous venez d'écouter là, c'est celle de King Papavi Vincent. C'est pas aujourd'hui qu'il a fait cette interview, ça fait il y a quelques mois, quelques années, si vous voulez. Mais Jacques Zakouti, quand vous écoutez ça, qu'est-ce que ça éveille en vous? Bon, vous savez, quelque part, ce qu'il dit, il faut reconnaître qu'il y a une part de vérité pour ceux qui apprennent les métiers, parce qu'ils réussissent rapidement. Autre aspect, au fait, ça dépend de comment on nous a colonisés. Parce que quand vous prenez par exemple un élève ou un étudiant ghanéen, il sait au moins faire ce qu'on appelle un métier pratique, un travail pratique. Mais dans le système francophone, ce qu'on nous a appris souvent, c'est de mettre la cravate, mettre la veste et se promener même si on n'a pas un métier. C'est ce qu'on nous a appris sur ceux qui nous ont colonisés parlant des Français. Donc il faudrait aujourd'hui, on l'a toujours dit, il faut qu'on essaie de revisiter les curricula dans nos écoles. Eric, je sais que tu connais un peu l'Allemagne, tu connais un peu le système éducatif en Allemagne. Vous voyez qu'en Allemagne, lorsque vous envoyez par exemple votre enfant à l'école, déjà on sait ce que l'enfant peut être, l'enfant peut faire demain. On n'a pas besoin de, quand l'enfant le bat, qu'on puisse l'orienter. C'est-à-dire qu'on sait, lorsque l'enfant est à l'école, on sait ce que l'enfant peut faire, dans quel métier l'enfant est doué, on essaie de l'orienter. Ce que M. King Vincent dit, je suis d'accord avec lui, mais quelque part, vous savez, il faudrait quand même qu'on aille aussi à l'école. C'est important. Oui, bien sûr. Et là-dessus, il est d'accord. Mais sauf que quand il y a des chômeurs, et on trouve... Regardez, j'ai devant moi un article d'un confrère, togopeople.info, qui évoque le cas de l'université de Kara, qui a 20 ans. Oui. Et en 20 ans d'existence, cette université a produit 34 000 diplômés.
Ouais. Où sont-ils aujourd'hui? Justement. Que font-ils? Que sont-ils devenus? Justement. C'est la question aujourd'hui qu'on se posait. Je suis d'accord avec toi, Eric. Oui. C'est pourquoi je parle des curricula. Oui. Il est important qu'on essaie de revisiter encore les curricula dans notre système éducatif ici au Togo. Parce que quand vous prenez par exemple un Togolais, vous le comparez à un étudiant togolais, un étudiant ghanéen, vous ne pourrez pas voir un étudiant togolais accepter prendre par exemple une petite caisse pour dire qu'il se promène pour essayer de cirer les chaussures. Oui, mais en même temps, ça c'est avant. Hein. Non, mais les Ghanéens, aujourd'hui, ils sont moins. Oui, mais quand vous dites que c'est moins, au fait, c'est le problème au niveau des frontières. On ne laisse plus les rentrer. Au fait, c'est tout le débat à ce niveau. D'accord, très bien. Mais les Ghanéens le font. Vous voyez, donc, il faudrait aujourd'hui qu'on essaie d'apprendre. Tout métier, là. Tout métier est bon. Vous savez, Eric, moi, j'ai des frères. Je le dis toujours. J'ai des frères qui ont fait l'université de Kara, qui ont fait l'agronomie. Mais aujourd'hui, disons grâce à Dieu, on avait un barrage chez nous, à Dapaon là-bas. La plupart de ces frères qui ont fait l'agronomie au niveau de l'université de Kara, ils n'ont pas cherché à enseigner. Mais tous se sont transformés. Quand vous allez vers chez nous aujourd'hui, quand vous cherchez une bonne tomate, vous cherchez les carottes, vous cherchez aujourd'hui de l'oignon, mais c'est vers ces étudiants-là que vous trouvez. Ah oui. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ils ont l'eau, ils ont les terres. Vous comprenez? Ils n'ont plus besoin encore d'aller... Il faut le mettre en valeur. En valeur ce qu'ils ont appris. Et quand vous cherchez le maire tilapia vers l'intérieur du pays, allez chez nous. Vous allez voir ce que ces étudiants-là font. Demandez un peu à monsieur, pour ceux qui le connaissent, Pierrot. Oui. C'est quoi? C'est à Kakpovi. Oui, à Kakpovi. Kakpovi, Pierrot. Oui. À Mangbeto. Voilà. Lofty Farm. Oui, il est chez nous. Vous allez voir. Oui, il est là-bas. Aussi? Oh, bien sûr, il est là-bas. Il a développé une filiale là-bas? Allez voir. Ah ben dis donc. La félicitation à lui. Ça ne fait pas monsieur Pierrot à Kakpovi. C'est mes frères qui de sont Lofty Farm. Donc, je suis d'accord avec vous, Vincent. C'est-à-dire que lorsque vous savez ce qu'il faut faire, vous maîtrisez votre chose, lancez-vous. N'attendez pas qu'on vous cherche un boulot quelque part, vous puissiez aller rester dans un bureau. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais est-ce que ce n'est pas l'État aussi, par rapport aux objectifs de la nation, de cadrer des citoyens, de savoir ce qu'on veut et d'orienter les citoyens? Vous avez dit, il faut revoir les curricula. Bonjour Joseph Gada, merci de nous avoir rejoints. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Ambroise, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là aujourd'hui? Parce que ça paraît banal, mais c'est un vrai problème de société. Hein. Oui, Jacques. Est-ce que tout le monde doit aller à l'université? Parce qu'en Europe, c'est même pas comme ça. Tout le monde ne va pas à l'université. Vous savez, parce qu'on n'a pas la capacité, forcément. C'est une question de système. Et Jacques a soulevé au début que c'est un système français que nous avons, on n'a rien contre les Français. Malheureusement, les Français même fuient leur pays pour l'Irlande, l'Angleterre. Si vous vérifiez les chiffres, les États-Unis. Si vous vérifiez actuellement les chiffres, ces 5 dernières années, beaucoup de Français ont quitté la France. Bon, c'est pas que la France, c'est-à-dire que c'est les peuples qui se déplacent toujours. Vous jamais cherché à dédouaner ou à disculper ces gens-là. Non, c'est pas dédouaner ou disculper. C'est des gens... Le peuple, le monde sont en mouvement tout le temps. C'est l'histoire qui l'enseigne aussi. La France n'a jamais rien fait de bien, si ce n'est l'électricité et autres qu'ils ont amené ici. Les Français, dans leur curricula, ils ne vous enseignent jamais d'entreprendre, puisqu'ils n'en ont même pas fait chez eux. Contrairement aux Anglais. Les Anglais qui dans un système de domino au temps de nos grands-parents, avaient donné déjà la largesse à nos parents de s'entreprendre, de faire ce qu'ils peuvent. Rarement les Anglais mettent leur nez dans le fonctionnement intérieur d'un État, si ce n'est les produits de rente qu'eux cherchent à rapatrier. La France, au-delà des produits de rente qu'elle cherche à rapatrier, elle pille tout jusqu'au sous-sol. Et l'enseignement, comme vous dites, depuis la 6e jusqu'en terminale, on a fait l'anglais. You speak English correctly now? Yes. Tu parles anglais correctement? Les Français, dans leur curricula, dans leur système, pouvaient, déjà la 6e en 3e, on devait parler français, anglais. Parce que si on faisait au moins, je disais ça au ministre Kokoroko, si on faisait ça au moins, c'est ce qui d'ailleurs l'a amené à imposer, à instaurer l'anglais de la primaire jusqu'à quoi. Et c'est une bonne chose. On fait l'anglais, on fait l'écrit, 10 points, l'oral, 10 points. Si on fait depuis la 6e en 3e, tout le monde parle l'anglais. Déjà en 3e, tout le monde saura parler l'anglais. Ne serait-ce que, what is your name? Where are you going? Tout ça là, on pouvait le faire. Bon, de toute façon, ça reste la langue de colon. Hein.
Que ce soit français ou l'anglais. C'est juste pour vous dire qu'au moins, on aura gagné quelque part. Même entre nous. J'aurais aimé que vous abordiez ce point-là. Parce que... Non, je parle de quelque chose qui va nous aider. Le monde est globalisé. Quand tu vas au Japon, tu parles français, personne ne t'écoute. Mais l'anglais, on t'écoute. Qui gagne? C'est moi qui gagne. Le chinois qui amène sa langue chez nous. Si moi je parle, lui ne gagne pas par rapport à ma langue. Mais c'est moi qui gagne. Il suffit qu'on ait un régime nationaliste ici qui impose lever ou telle langue. Ici, si le chinois vient de parler, l'interprète est venu ici, il gagne. C'est ça. Eric, est-ce que tu comprends? Et donc, pour te dire que le curriculum n'est pas fait pour que nous gagnions quelque chose en termes d'entrepreneuriat. Au Ghana, c'est le contraire. Déjà, quand tu es enfant 1 jusqu'à DSS, au collège, tu sais déjà faire les fourneaux à faire. Les fourneaux à faire. Même les enfants de lycée peuvent faire comment on dit ça, le fer à repasser. Vous allez au Japon, les enfants de 3, 4, 5 ans, en 2000, qui montaient déjà les montres électroniques. Tu te rappelles de ça? Bien sûr. Et donc, quittons le système français. Quand vous allez dans les pays scandinaves, en Suède, en Finlande, ce n'est pas ce système-là qui est là-bas. On met des tas de dessins devant les enfants et des objets. On demande à l'objet, c'est le cours ça. Hein. On demande à l'élève, à l'enfant, de mettre ça en ordre ou de faire que les couleurs se ressemblent, tout ça là. C'est ce qu'ils font pour tester l'intelligence de l'enfant. Après ça, peut-être on renvoie l'enfant directement dans un atelier de fabrication de véhicules, dans un atelier de fabrication de chaussures, dans un atelier de fabrication de vestes ou d'avions. Comment vous voulez que ce soit en Corée du Nord, que ce soit en Corée du Sud, que ce soit en Chine, c'est comme ça. Ici, on nous a formés à être en veste et au bureau. J'aime beaucoup les Allemands. Les Allemands, 90% toujours en jean. Ambroise, je vous coupe pas, mais c'est-à-dire qu'on a subi tout ça. Oui. Nous sommes en 2024 aujourd'hui, il va falloir qu'on se relève, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. Oui. Alors, on pose un débat sur la formation, le travail pour notre société. On fait quoi aujourd'hui? Il y a un auditeur qui me dit, par exemple, je vous coupe pas, mais qui dit, ça n'a aucun sens et absurde de dire qu'un étudiant se transforme en cordonnier. On a copié le système éducatif occidental chez nous. Vous ne trouverez nulle part en Europe un étudiant se convertir dans le métier des gens qui n'ont pas la capacité d'étudier. Tout le temps perdu jusqu'à l'université sert à quoi? C'est la question que pose. Un mot, je donne la parole à Joseph Gada. Tout cela pour aboutir à quoi? Parce qu'il faudrait aller à la genèse. Bien sûr, c'est quoi avec vous? Pour aboutir à quoi? Ceux qui ont été à l'école, ils n'ont pas perdu. Parce qu'il faut des gens qui pensent. Oui, bien sûr. Qui transmettent ce savoir à quelqu'un qui peut fabriquer avec la main. Et qui est des ingénieurs. On a besoin de tout ça. Et donc, seulement qu'on forme trop de... Ceux qui ont le background, ceux qui ont trop de diplômes. Parce qu'il y a beaucoup de diplômes. Déjà au lycée. Il n'y a pas de travail. Oui. Enfin. Il y avait ce projet-là avant. Le lycée technique d'Aïdo Gomé, créé en 75, je crois. 75 ou 74. C'était créé pour ça. Personne ne devait quitter là-bas pour aller à l'université, non. La personne quitte. Et ça a marché jusqu'en 95, 2000. Les gens quittaient là-bas, BC Europe les prenaient en même temps. C'est devant moi. Moi, ça fait 35 ans que j'ai à Gomé. Tout le monde qui quittait, les gens vont directement à la banque. Quand tu sors avec mention, on te prend directement. Surtout les BPCM, les BPSDC, c'est-à-dire que ceux qui sont la comptabilité, ils sont formés pour ça 2 ans. Tu es déjà prêt pour la comptabilité. Et c'est les diplômes qu'on demandait en ce temps-là. Même jusqu'à présent, quand tu vois les demandes d'emploi, on dit Bac G1 ou G2. C'est ça le profil. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait avec 2 ans d'expérience. Déjà, quand tu fais un peu de secrétariat 6 mois, tu fais la comptabilité 6 mois, tu as déjà fait G2, tu gagnes. Tu es au-delà de celui qui a fait peut-être la licence. Pour dire qu'en réalité, les lycées d'enseignement technique étaient faits pour ça. Et il va falloir renforcer ça maintenant avec du matériel, avec les outils pour que les enfants n'aient pas en l'idée d'aller dans la forêt. Parce que souvent c'est la forêt. C'est-à-dire que tu quittes, il faut déjà faire une petite formation de 5-6 mois. Tu verses dans le truc là. Ne serait-ce que 80 000 francs on te paie. Ah, tu vas aussi arriver à faire quelque chose. Les gens créent leur propre emploi. Ils ont une machine à la maison, ils ont l'imprimante, tout ça là, ils font le traitement des têtes, ça aussi c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons focaliser toutes nos énergies sur l'agriculture
Moi, je l'ai toujours dit. D'accord, très bien. Alors, les auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient aussi participer donc à l'émission, pour l'instant, vous pouvez interagir donc à l'émission en envoyant juste des messages. Ça peut être SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. C'est notre numéro SMS et WhatsApp 93 94 96 64. Lorsque l'heure va avancer un peu, on vous donnera la parole pour le direct. Joseph Gada, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on est en train de parler du développement là, clairement. Très, très important parce que un pays ne vit pas seulement de la politique, mais vit de développement, vit de l'économie. Voilà ce qui transforme la société, la communauté. Non, je suis très sûr que Ambroise a chuté là où il avait chuté l'agriculture. Et je ne vais pas commencer par là, mais je pense que le développement des pays africains, on ne doit jamais oublier l'histoire. Que quand les premiers colons sont arrivés, leur nécessité, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la science. C'est comment arriver à forger des gens à pouvoir interpréter leur langue dans nos langues locales. Et c'est pour cela que vous avez constaté que beaucoup de sciences humaines, on les a vues au niveau de nos universités. Exactement. Et dans les années 60, tout ça, c'est plutôt les littéraires qui sont là, les Sambé Ousmane, vous voyez qu'il n'y a pas tellement de scientifiques parce que l'option, comme je l'ai dit, l'option, c'était les langues. Comment traduire les langues, tout ça là. Et après des années 70 vers 80, tout ça là, vous avez constaté qu'il y a l'émergence économique qui commence à arriver. Et avec la découverte des mines d'or, des ressources minières par-ci par-là, où on constate que, au fait, les colons, ceux qui nous ont colonisés, venaient plutôt faire quoi? Arracher ou bien arracher nos ressources, puisque nous, on n'a pas tellement la maîtrise. Oui. Ils arrachent. Comme on connaissait l'histoire à moins de prix. Bien sûr. Et ils exportaient, ils faisaient ce qu'ils veulent. Et après, ils nous revendaient les produits finaux. Et c'est là où, quelque part, l'Afrique commence par réfléchir, attention. Mais si c'est comme ça, ça veut dire qu'il faut aller peut-être à l'industrialisation. L'industrialisation, aujourd'hui, demande à faire quoi? Qu'on ait, comme vous le dites, des têtes bien faites. Alors, je ne dis pas que toutes les têtes ne sont pas bien faites, mais des têtes encore plus bien faites. Et c'est là où vous avez constaté que c'est la naissance des filières technologiques, mathématiques, statistiques, tout ça, informatique dans nos universités. Et pire encore, les gens obtiennent des bourses pour aller dans les universités occidentales pour faire des études supérieures et revenir. Donc, je pense que tout ça là, dans ces milieux-là, malheureusement, je pense qu'on n'a pas su coordonner et les sciences technologiques, mathématiques et les sciences humaines. À un certain moment, je pense que la démocratie rentrant dedans, on a tout bouleversé. Mais écoutez, excusez-moi, mais est-ce qu'on ne maintient pas trop, est-ce que nous ne maintenons pas trop nos enfants à l'école? Non. Au fait, tu sais, l'école, l'homme doit aller à l'école. Obligatoirement, l'homme doit aller à l'école et étudier. Mais c'est différent. Mais, oui, aller à l'école, c'est différent. Il faut qu'on s'entende bien faire des études supérieures, voilà. Aussi, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Oui. Donc, c'est pour cela que les Anglais ont déjà compris ce système, ont mis déjà en avance ce que nous appelons aujourd'hui l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas censé aller à l'université. C'est-à-dire que vous allez au moins jusqu'à classe de 3 ans ou bien après le BPC, vous savez faire quelque chose. Vous voyez déjà, tout à l'heure, c'était les enfants japonais et les Chinois qui faisaient déjà les calculatrices, comment l'appelle-t-on, les montres, déjà au cours primaire, secondaire, tout ça là. Donc, chez nous, il n'y avait pas vu ça. Donc, on a évolué, comme l'a dit, dans le système du colon. C'est ce que lui veut. C'est ce que lui veut, il veut pour nous. Et aujourd'hui, on se rend compte que il y a eu plus de littéraires, du moins ceux qui ont fait les sciences humaines, que les sciences, quand on parle des sciences, la mathématique et technique, tout ça là. Donc, maintenant, est-ce qu'il nous revient maintenant de changer les données? Oui, parce que quand Macron était arrivé au pouvoir, Macron avait eu, ou bien la France commence à avoir ce problème. Il y a plus de littéraires, il n'y a pas
d'écoles professionnelles en France. Il n'y a que l'école, ce que nous appelons l'école générale, pas dire que le master général, que on fait la science, tout ça là. Mais Macron dit attention, mais si on va comme ça, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, 50 ans, on n'aura que des chômeurs partout. Et c'est pour ça que maintenant on commence par introduire les curricula. Du moins, c'est les formations. On commence à mettre un accent particulier sur les formations professionnelles et technologiques. Et je pense qu'aujourd'hui, la France commence pas à s'en sortir. Nous aussi, au niveau en Afrique, on commence pas à s'en sortir un petit peu, en mettant déjà l'accent aussi sur l'entrepreneuriat, mais seulement que celui qui a vécu dans ce système pendant 40 ans, 30 ans, qui a eu sa maîtrise, vous n'avez pas lui demandé de revenir en arrière pour faire les métiers que nous, par le passé, on pense de ces métiers que ce sont des nuits-là, qui exercent ce métier. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez les 3 C, coiffure, culture, coiffeuse, couture et couture, il y a de cela quelques années, on considère que c'est les jeunes filles qui ne veulent pas encore, qui ne veulent plus continuer les écoles, c'est à elles que sont destinés ces métiers. Quand vous prenez par les métiers de cordonnerie, par exemple, de maçon, de staffeur, d'électricien, de plombier, de mécaniciens au bord de la route, les vulgarisateurs, on considère que ce sont les métiers de second rang. Aujourd'hui, quand même, le gouvernement au Togo a quand même fait un petit effort dans ce sens-là, mettant des pôles de formation. Oui. Je pense que il y a les métiers des bâtiments qui est au niveau d'Adido Gomé là-bas. Oui, je pense que c'est pas le seul ministre. Et Lavagnon, également, il y a les IFA. Les IFA, tout ça là. Je pense que ça là, il faut vraiment féliciter l'actuel ministre de la formation professionnelle qui s'est quand même engagé à ce qu'on puisse quand même avoir un niveau élevé de ces formations professionnelles. Aujourd'hui, vous pouvez passer, par exemple, en couture, vous pouvez passer votre BTS en couture. Oui, bien sûr. Vous pouvez passer, BTS en mécanique. Oui, BTS en plomberie, BTS en électricité, BTS en tout ce que vous voulez. Cela suppose qu'aujourd'hui... Après le bac professionnel. Oui, après le bac professionnel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous serez surpris. Moi, la fois passée, j'étais surpris. J'ai un ami qui est arrivé de la France, qui voulait se faire coiffer. Il dit, bon, d'accord, moi, je l'amène quelque part. Il a dit, non. Il a checké sur Play Store. Il a trouvé, je ne sais pas, un salon de coiffure quelque part vers... Adido Adé quelque part, on a dit qu'il est là-bas, qu'il a déjà appelé la personne. Il dit, moi d'accord, moi je te prends en voiture, on était allé, mais c'est pas possible. Il y a un salon de coiffure, de coiffure, que vous ne pouvez pas imaginer. Climé avec 2 écrans, vous êtes là, on vous sert des bonbons, tout ça, et à la fin tout ça, tu vas quelque part, j'ai un secrétaire, on lui donne 5 000, il paie 5 000 pour sa coiffure, 5 000. Ce que nous payons 500 au bord de la route. Donc vous voyez que les gens ont compris vite que, attention, parce que moi je pose la question aux jeunes, mais ça là vous avez appris ça, dit non, qu'il a eu son BTS en coiffure et ce n'est pas n'importe qui vient ici. Quand vous voyez les voitures qui sont garées, vous savez que ce sont les gens qui ont de l'argent. Donc c'est pour dire tout simplement que aujourd'hui c'est possible. Il y a le domaine scientifique, mais le domaine professionnel aussi. D'accord. On peut essayer de mettre les deux ensemble. Je vais lire quelques messages des auditeurs. Il y en a plusieurs. Il y a un auditeur qui me dit: nos mamans savent qu'il faut un peu aller à l'école et faire aussi. Quand j'étais au collège jusqu'au lycée, dans les après-midi, quand j'ai pas cours, je suis au marché pour vendre à Démé, Boma, Gombo. Et les samedis matins, je suis au marché pour vendre. Et j'étais le seul garçon dans ce marché à vendre parmi toutes ces femmes. Donc, ce sont les autorités qui n'ont pas su assimiler et les études et les travaux manuels dans les programmes scolaires, dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit: avant de parler même des étudiants, posez-vous la question sur nos enseignants même qui forment. Vous avez des économistes qui connaissent toutes les théories sur papier, mais ne peuvent pas eux-mêmes entreprendre ni créer une entreprise. Les scientifiques qui ne peuvent pas vous fabriquer une montre. Des géographes, géologues qui ne peuvent pas aujourd'hui vous définir clairement le climat du Togo avec le changement climatique, que les diplômes dans le sac, venir en costume, fatiguer les gens. Vous voyez, un autre auditeur qui nous dit par exemple: vous avez parlé du nombre de diplômés sortis de l'université de Kara en 20 ans. Est-ce qu'on a formé des gens à l'université de Kara ou on a bourré la tête des gens? La question est de savoir quels sont les objectifs
et la finalité de nos universités. L'université de Kara est une université politique et non formative. La preuve est que c'est l'ENI qui a été transformé précipitamment en université. Et quelle est d'abord la qualification et la compétence de nos enseignants d'université? Juste donner des cours magistraux, aucune compétence technique et aucune expérience pratique à fournir aux étudiants, juste des carriéristes, dit donc cet auditeur. Alors ce message, je peux vous le lire à l'appel, il y en a beaucoup ici. Un autre qui nous dit, vraiment, moi actuellement, j'ai eu mon bac depuis 4 ans, c'est sécurité, je fais. J'ai fait des concours fatigués juste parce qu'on nous a pas appris à faire quelque chose à main. Mais j'ai eu mon bac avec mention bien et mon second qui avait mention très bien est gendarme aujourd'hui, mais ça va aller quand même. Enfin, il a quand même espoir. Oui, Jacques, et puis on passe à notre sujet. Voilà, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, Eric, il faut qu'on essaie d'orienter nos enfants vers des créneaux porteurs. Aujourd'hui, ne pensez pas mais ça, c'est la responsabilité de qui? Non. C'est de l'État. De l'État et nous. En tant que parents. Oui, parents, mais c'est l'État qui organise. Mais que l'État prédispose d'abord. Bien sûr, en tant que parents. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vos enfants vont à l'école, l'enfant fait par exemple la série A. Bon, vous savez que la plupart aujourd'hui, la série A, c'est difficile sur le marché aujourd'hui. Mais quand votre enfant fait par exemple la série D, vous comprenez? L'enfant, aujourd'hui, c'est sur le marché, ces enfants-là sont recherchés. Pourquoi allons-nous à l'école? Parce que à chaque fois que vous parlez, parce que moi ça me suscite d'autres questions d'interrogation. Pourquoi allons-nous à l'école? On doit aller à l'école. Oui, mais non, pourquoi allons-nous à l'école? Aller à l'école. Jacques, permets-moi une minute. Aller à l'école permet d'acquérir des connaissances sur tous les plans. Et aller à l'école nous permet de réveiller notre intelligence. D'accord. Est-ce que ça veut dire que aller à l'école, c'est pour trouver du boulot après? Pas forcément. Non. Voilà. C'est les formations qui nous dirigent vers la Donc je vous fais revenir. Allez-y maintenant. Vous comprenez là où je veux venir? Oui. C'est la formation qui amène. C'est ce qu'on nous a fait croire. Oui. Tu veux nous faire glisser vers la formation. On a compris que, selon la piste que tu prenais, c'est comme si quand on va à l'école, automatiquement on a du boulot. C'est sur cette piste. Oui, mais c'est ce qu'on a fait croire aux parents. Aux parents. Et ça arrivait comme ça. Mais dans le temps, si tu allais à l'école, dans une localité, automatiquement, mais le boulot t'attendait. Parce que l'autre question c'est, quand tu n'es pas allé à l'école, est-ce que tu as raté ta vie? Pas du tout. Non, les gens ont réussi. Non, on ne doit pas citer c'est trop philosophique tout ça. Les gens n'ont pas été à l'école, mais ils ont réussi. Il parlait tout à l'heure de cordonnier, il parlait tout à l'heure de couturière, il parlait également de menuisier, de maçon. Moi, je connais un cordonnier dans ce pays. Je vous dis que la plupart des ministres que vous voyez, les chaussures que ce monsieur-là porte, c'est ce monsieur-là qui leur fabrique ça. Vous n'allez pas croire. C'est vrai que certains commandent à l'étranger, mais quand si le monsieur là vous fabrique les chaussures, vous portez, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est l'Italie? Est-ce que c'est la Turquie et autres? Mais c'est un compatriote qui a fabriqué ça. Non, c'est pour vous dire qu'il faut seulement accompagner les gens. Vous regardez le jeune homme là qui avait fabriqué une voiture. J'ai vu au cours de la campagne électorale. Une dame a utilisé ça quelque part. Donc c'est pour vous dire, si par exemple ce jeune homme là, on l'avait assisté, on l'avait accompagné, Eric, il sera loin. Je donne toujours l'exemple du monsieur de Foufou Mix. Pourquoi ça n'avance pas? Parce qu'il n'est pas accompagné. Vous voyez, une chose est d'avoir les créneaux porteurs, une autre chose est d'accompagner les gens. Il faut protéger. Si on n'accompagne pas les gens ne vont pas réussir. La plupart des jeunes aujourd'hui, le e-commerce là, les jeunes sont dedans aujourd'hui. Ça marche pour eux. Il suffit seulement aujourd'hui que l'État mette un système. C'est-à-dire que le système là, c'est quoi? C'est pas le fait d'aller s'enregistrer pour dire on a tel nombre d'entreprises on a créé, mais il faut accompagner. Si on n'accompagne pas, vous allez voir que la plupart on crée, mais la plupart ferment encore parce qu'il n'y a pas une assistance, il n'y a pas un accompagnement. L'étudiant qui vient de dire tout à l'heure sur le message que vous venez de lire, qu'il est allé à l'école, il a eu son bac, mais il est en service de sécurité. Agent de sécurité. Agent de sécurité. Ce jeune homme, je vous dis, si on l'avait orienté, on l'avait accompagné et on savait ce qu'il sait faire, on l'assiste dans son domaine, il va réussir. Ça, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Il va réussir. Autre chose d'aller à l'école, une autre chose d'avoir le diplôme, une autre chose est d'apprendre un métier. Si on ne vous accompagne pas,
vous ne pourrez pas. Je vais faire une petite digression. Vous savez, ici, comme ailleurs, on forme des pharmaciens. Mais la plupart, sinon presque tous nos pharmaciens, ils sont des vendeurs dans les officines. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Je le dis parce qu'il y a un message ici qui m'a inspiré cette question. L'auditeur dit: je me demande comment les experts de l'université de Lomé sont là pour tester l'efficacité de l'encre indélébile utilisée pour les élections et qui ne peuvent pas eux-mêmes fabriquer cette encre. Est-ce que ça ne pose pas un problème à la fin? Ça revient toujours le problème du colon. Parce que celui qui vous envoie l'encre indélébile, c'est son marché à lui, quoi. Et celui qui est ici, qui commande aussi, trouve des commissions là-dessus. Donc si le marché est occupé, parce qu'ils n'en fabriquent pas. Ils ne vont jamais accepter qu'ils fabriquent ici. Le fournisseur colon, c'est fini pour lui. C'est le problème que nous avons en Afrique et que les gens le veulent. Ils veulent être partout, c'est eux qui doivent être les fournisseurs. Si jamais vous le train, je donne l'exemple du train. Suivez juste, pour ceux qui suivent les chaînes Canal+, suivez sur YouTube TV. Vous allez voir, j'ai vu hier, c'est au Brésil, ou bien c'est au Maroc. Vous allez voir des trains, c'est-à-dire que des TGV, le train est bon. Mais la France, si je le dis, les gens vont encore me dire, pourquoi le gouvernement togolais ne décaisse pas 800 milliards pour avoir un train, un réseau de rails et de trains de Lomé à 5AC, de Lomé à Palimé, de Lomé à Néro. Ne serait-ce que ça d'abord. Je le disais la dernière fois, dans les Akposo, Badou, tout ça là, il y a des fruits, il y a, mon frère, il y a tellement de produits. Mais comment les transporter vers les grandes villes? C'est un problème. Seul le train peut faire ça. Le train transporte des hommes, des femmes et des marchandises. Mais le train est meilleur même plus que l'avion. C'est le plus sécurisé pratiquement. Même s'il y a quelque chose en route, des spécialistes savent comment faire. Et le train passe pas dans des grandes forêts, tu vas dans des falaises, mais le train passe quoi? Vous voyez ça? C'est plus sécurisé. Et je regrette, je le dis toujours, si on débloque sur les 1000 milliards que le TF, on prend 500 milliards, on peut commencer quelque chose. Ne serait-ce que les rails, et on commence. Bien. Non, moi si on n'a même pas les rails, on peut faire quelque chose. Ambroise, on peut développer par exemple les routes. Vous avez parlé de, je ne sais pas si parmi vous, certains sont allés à Bandinkunya au niveau de Badou. Non, si jamais. C'est au Togo. Oui, Bandinkunya c'est au Togo. Si vous cherchez les meilleures bananes, allez vers ce côté, vous allez voir. Mais est-ce que ces bananes-là, comment les faire pour faire venir ça? Vous voyez, nous sommes Togolais, nous sommes à Lomé, nous ne connaissons même pas. Non, mais tu sais, quand tu fais voyager à l'intérieur du pays, c'est ça. Bon, vous savez, au fait, Eric, vous savez, vous avez raison. Parce que les confrères, mais c'est un problème, non? Non, mais c'est un problème. Eric, il faut reconnaître qu'il y a des métiers quand même. C'est la préoccupation de ceux qui nous gouvernent. Non, ce n'est pas ça. Non. Attendez, est-ce que c'est pas un problème Je pense que ça, c'est le problème. Non, ce n'est pas le problème. Ce que je voulais dire. Quand vous prenez par exemple le cas d'un militaire, le cas d'un enseignant, peut-être Ambroise le sait, le cas des pasteurs, vous savez que c'est des gens qu'on affecte un peu partout. Oui, bien sûr. Donc nous, c'est ce qui nous a permis de connaître un peu le Togo, quoi. C'est-à-dire qu'on affecte ton papa, il fait peut-être 1 an ici, on l'affecte encore, il va. Donc c'est ce qui a fait qu'effectivement on a connu le pays profond. Et puis il faut reconnaître que le Togolais, généralement, les gens ne voyagent pas. J'ai remarqué ça, que souvent le Togolais, les gens ne voyagent pas trop. Et puis là où j'ai su, c'est lorsque on voulait par exemple faire le recensement. Eric, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Les gens étaient allés. Et moi j'ai eu l'amabilité de poser la question à certains. Bon, tu veux avoir la carte d'électeur là pour le jour là, aller voter, ou bien qu'est-ce que tu veux en faire? Parce que je voulais savoir. Les gens disent non, bon, tu sais, quand on veut traverser la frontière là, souvent on a des problèmes. Au moins quand on a la carte d'électeur, on peut traverser. Donc je n'étais pas surpris la fois passée quand la DGN avait publié le rapport sur la disponibilité des cartes d'identité au Togo. Vous avez vu que c'était trop bas. Les Togolais n'ont pas tellement les cartes d'identité. Parce que les gens se disent, mais je vais faire ça, je vais aller où? Parce que je ne vais pas voyager. Pourquoi je vais faire ça? Bien.
Ouais. Non, je pense que ce que on peut ajouter, je pense que il faut aussi développer le tourisme. Le tourisme, c'est vrai que il revient à l'État de créer les ressources touristiques. Et il faut, tel que ça se dit, s'il faut féliciter, il faut féliciter aussi l'actuel ministre du Tourisme, Dr Lamadokou, pour toutes ces recherches qu'il a eu à faire, surtout dans sa localité, Wawa, Badou, ces machins, pour découvrir les cascades et les sites touristiques. Je pense que c'est ça. Maintenant, s'il sera maintenu pour pouvoir continuer, s'il n'est pas là, celui qui va arriver, est-ce qu'il y aura aussi les mêmes idées à aller encore là-bas et tout ce qui est toute cette découverte, oui, mais ça dit que c'est une continuité. Exactement. Mais malheureusement, on constate que ça, au Togo, il n'y a pas cette continuité au niveau des ministères. Lorsqu'un ministre vient, il vient avec ses idées. Quand il part avec. Il vient avec ses amis et il part avec. Normalement, je pense que il a fait vraiment d'énormes efforts par rapport aux sites touristiques. Si, en dehors de ça, on développe par exemple les agences de voyage au Togo, je pense que ça va s'ajouter à tourisme local. Le tourisme local. Et c'est très important. Bientôt, il y aura les vacances. Mais qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on propose par exemple à nos enfants pour aller découvrir l'intérieur du pays? On a parlé de... Le nom, je ne connais pas. Ce village-là. C'est compliqué. Vous voyez déjà. Donc, si nous avons des agences de tourisme, par exemple, qui peuvent nous proposer là où on peut aller, s'épanouir, même le week-end à bas prix, je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a une classe émergente qui veulent aussi, ces gens-là qui veulent aussi voyager. D'ailleurs, quand vous suivez de voir Lomé, vous voyez les parcs automobiles, vous saurez que, quoi qu'on dise, il y a une classe émergente qui arrive. Donc, les gens voyagent, les gens veulent voyager. Moi, je suis surpris. Eric, dimanche, allez à la plage. Vous allez voir du monde. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Vous allez voir pas possible du monde. C'est pas que les gens ont de l'argent. Oui. Les gens veulent se libérer des soucis. Non, je te parle de la classe émergente aujourd'hui. Cela suppose qu'aussi aujourd'hui, nous avons des agences de tourisme qui proposent des sites touristiques aux gens où les gens peuvent aller visiter, ne serait-ce qu'une journée ou bien 48 heures. Je pense que les gens vont aller. Et de ces villages, de ces lieux et très lointains, je pense que les gens auront quand même envie de visiter. Les gens ne connaissent même pas au-delà de Tchévier. C'est vrai. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est ça. Ils ne sont jamais sortis. Ils ne sont jamais sortis au-delà de Tchévier. Moi, par exemple, je connais un peu tout le Togo et à part Badou. Tu as eu cette chance? Oui, parce qu'on a eu à faire des tournées avec l'UNICEF. Dans tout le nord. Donc voilà, tu as chance. Namoudjoga, Namoubaga, Natitipi, Nadoba, tout ça là, moi je connais. Oui. C'est bizarre que je ne connais pas les deux localités. Non. Les deux localités montagneuses du sud. C'est bizarre. Oui, mais c'est ça. C'est vrai que j'ai la phobie souvent du voyage. Dani et Badou. C'est vrai que je suis passé par Pelé, je connais un peu la zone, mais je suis jamais allé à Daï, surtout quand on parle de la route, comment la route est là. Je le dis parce que quelqu'un, il y a dimanche, quelqu'un me disait qu'il a envie de découvrir Atakpamé. Il faut que nos enfants aillent. Amener nos enfants. La personne me dit qu'elle a envie de découvrir Atakpamé parce qu'elle ne connaît pas Atakpamé. Mais c'est ça. Les gens n'ont jamais dépassé Zanguera. Les gens n'ont jamais dépassé Tchévier. Les gens n'ont jamais dépassé Avepozo. C'est les réalités. Et ils ont 40 ans, mais ils ont 45 ans. 70 ans, ils n'ont jamais dépassé parce que ce n'est pas leur préoccupation. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité aujourd'hui qu'en dehors de ce que le gouvernement est en train de faire, que le privé aussi entre en jeu avec la question des agences de voyage, de tourisme, tout ça là, pour pouvoir amener les gens. Allez, il faut créer un cadre. Pour aussi. Les vacances vont arriver, mais les enfants vont rester encore. Si on va aller voir, va rester chez ton oncle un peu quelque part. Alors qu'on peut créer. Même pas d'oncle quelque part. Il y en a bizarrement. Et tu sais, quand il parle de Tapamé, ça m'a rappelé une histoire. J'ai acheté ma moto là. C'était en 2006. J'ai pris la moto ici, j'ai pris le risque. Alors que je n'ai jamais pris moto pour aller à Tchévier. J'ai pris le risque. Moto Sanya là, en ce temps là. J'ai quitté Lomé. Je suis passé par où? Je suis passé par. Je suis allé à Palimé. Oui. Je te dis, je suis seul. Je suis allé dans Pelé. Pelé à l'État. Pelé, Tico, tout ça. J'ai fait le tour jusqu'au niveau des Aposos là. Oui. Je suis retourné. J'ai fait au moins 5 jours à Tapamé. J'ai fait une enquête sur ce qui s'est passé avec les. Comment vous dites ça?
ceux qui 2005, après 2005 là, ceux qu'on a chassés, tout ça là. Bien sûr. C'est une émission du Ashkra. Je suis retourné à Tapamé avec la moto, j'ai acheté un grand sac de charbon. Quand je suis arrivé, je quittais Tapamé pour arriver vers Gléy. Les militaires m'ont vu. Ils m'ont vu tout en noir. J'ai dit, mais toi tu viens d'où comme ça? Mais tu es seul en plus. T'as dit, quand je suis revenu vers le j'ai dit que Dieu, quand Dieu est avec toi là, si on me demande aujourd'hui de le faire, je ne le ferai plus jamais. Pour dire qu'en réalité, ça m'a permis de connaître beaucoup de localités. Voilà. Mais il faut que nous faisions ce plaisir à nos enfants. En période de vacances, par exemple, tu prends tes enfants, vous voyagez avec Poste ou tout ça là, vous allez à Palimé. Tu prends un hôtel, s'il n'y a pas de temps, tout ça là-bas. Moi j'ai mon village. Malheureusement, c'était à Lomé, non pas de village. Lomé, c'est le même village. Et donc, quand tu vas à Palimé, non, pas seulement Palimé. Je donne juste l'exemple. Le climat même, ça t'attire quoi. Et donc, faites plaisir aux enfants. Dans les vacances, nous sommes aussi 3 jours. Tu prends l'hôtel de 5 000 là, 5 000 francs la chambre, non 15 000 francs avec 30, 50 000 francs. Mais tu sais pourquoi aujourd'hui, les samedis, les gens s'intéressent aux funérailles? C'est pour les visiter. Voilà, non, il veut que les gens meurent. Les localités. Parce qu'au moins, dans les villages, il y a des localités, on te dit quelqu'un dit j'ai perdu mon papa, mais je suis de telle localité. Je ne connais pas. Donc, je profite de l'occasion. C'est ça, il faut faire du tourisme aussi. Bien, messieurs. Je lis quelques messages et puis on passe à notre sujet. Il y a un auditeur qui nous dit la question du chômage au Togo est une triste réalité. On nous dit qu'avec le PND, c'est plus de 500 000 emplois, mais aujourd'hui, tout porte à croire qu'avec le PND, c'est plus de 500 000 chômeurs. Quelqu'un dirait que le Togo crée des génies chômeurs, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit tout le monde ne peut non plus apprendre un métier. Si tel est le cas, comment ferons-nous pour avoir des médecins, des avocats ou des statisticiens dans le pays pour planifier? Un pays sérieux planifie donc sa jeunesse et en fonction des orientations que veut prendre le pays, la formation est orientée en ce sens. Au Ghana, il y a des universités d'État spécialisés selon votre domaine d'orientation. Tout n'est pas mélangé. Et au moins à la sortie de l'université, en même temps, l'État ghanéen assure au moins ta première expérience professionnelle via un programme étatique dénommé le National Service. Je salue Ambroise et dites-lui que c'est son ami du couple Spiro-ITM. Je pense qu'il comprendra. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a écrit. Alors, l'auditeur dit le Singapour oriente son éducation sur des objectifs à atteindre dans 10 ou 20 ans, et c'est un travail très méticuleux qu'il a fait pour être où il est aujourd'hui. L'école est très importante, quoi qu'on dise, mais après il faut planifier un pays en termes de développement, et c'est tout le tard de nos dirigeants en Afrique, des pays comme le Botswana, l'île Maurice, le Seychelles, Cap-Vert et autres sortent un peu du lot quand même. Et ça, c'est une 30 secondes. En fait, c'est là où moi je vais revenir sur nos plans de développement. Oui. Ou bien les feuilles de route, ou bien les calendriers de route, je ne sais même pas trop. C'est-à-dire qu'il faudrait que ces plans de développement soient vraiment inclusifs et surtout que ça émane des citoyens. Parce que en tout cas, c'est pas seulement le Togo, mais dans plusieurs pays, on constate qu'on fait venir des consultants de l'extérieur et c'est eux qui viennent nous dire ce que nous devons faire. Alors que nous avons nos réalités. Comme l'auditeur l'a écrit, je pense que si on dit que dans 10 ans, nous voulons développer rien que le tourisme, on sait ce que nous pouvons faire. Ou bien, si dans 10 ans, on dit on veut développer l'agriculture, on sait ce qu'on voudrait faire. Mais c'est pas parce qu'un plan de développement a marché quelque part et on prend un consultant et dit voilà ce que vous allez faire. Mais on serait surpris que après 10 ans, après 20 ans, on tourne en rond. Oui. On a nos besoins, mais on tourne en rond. On veut appliquer peut-être que ce que l'autre a connu. Et c'est ça qui était aussi à la base de l'échec de beaucoup de stratégies de développement et de plans de développement aussi. Donc je pense que ça, nous avons, c'est vrai, quoi qu'on dise, nous avons les professeurs qui sont là. Peut-être qu'on ne les exploite pas aussi assez. C'est peut-être que ça peut être aussi l'origine de oui. Parce qu'on nous les exploite comme ça. Parce que quoi qu'on dise,
on ne peut pas dire qu'au Togo, on n'a pas de vraies universités. Ou bien ceux qui donnent des cours à l'université ne sont pas aussi bien. Il y a des professeurs de qualité. De qualité. Et je voulais saluer tous ceux qui nous écoutent du côté de Vaughan ce matin. Il y a un enseignant qui nous a envoyé un message parce que le sujet l'intéresse. Il dit, je ne sais pas si vous avez le livret des programmes du primaire. Je suis enseignant et je vous jure que le programme est très riche. Il y a tout dedans. Mais est-ce que nous le transmettons comme il faut? Non. Est-ce que nous, les enseignants, nous enseignons des arts plastiques comme le préconise le livret programme? Est-ce que nous enseignons les travaux manuels? Est-ce que nous enseignons la technologie comme il le faut? Au Togo, on forme les enfants pour l'examen et non pour la vie. Et parce que je vous ai posé la question sur l'objectif de l'école. Les travaux, est-ce qu'il y en a encore? Dans le programme, il y en a. Là, il pose la question. Avant, si moi j'ai eu ce courage quand même de m'intéresser à l'agriculture, c'est parce que quand on était au cours primaire, il y a le jardin potager qu'on faisait. Et c'est à bas de ce que nous-mêmes nous plantons, tout ça là, qu'on achète les balais et autres à la fin d'année. À la fin d'année, on fait les pique-niques là. Donc, ça m'a encouragé. Aujourd'hui, je m'intéresse plus à l'agriculture. Mais est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? C'est la question. Monsieur, merci beaucoup. Je voulais qu'on aborde notre sujet rapidement avant de parler politique. Et le sujet qui nous intéresse, c'est la question de l'énergie. Là, on vient de parler de l'école et de la formation depuis quelques temps. Et ça, ce n'est que pour personne. Et on le vit d'ailleurs. Hier, on n'était pas à l'antenne parce qu'on n'avait pas de l'électricité dans notre zone. Et nous, ici, à Taxi FM, on s'est interdit de mettre en marche notre groupe électrogène parce que justement, ça ne sert à rien. Quand on est sevré, c'est sûr que partout ailleurs, c'est sevré. Ce matin, ceux qui sont à partir, vous avez dit, Jacques, à partir de l'hôpital jusqu'au centre administratif d'Yaglé, voilà, personne ne nous écoute visiblement, à part s'ils ont leur téléphone et ils ont leur écouteur, ils peuvent écouter. Sinon, il n'y a pas d'électricité. Alors, est-ce qu'il y a une crise finalement réelle dont personne ne veut parler, Ambroise? Je vais commencer par vous. Bon, là actuellement... L'électricité s'est ajoutée encore ces dernières heures. Donc la crise est là, parce que c'est inédite même, parce que c'est vrai qu'il y a eu des délestages par le passé, les années antérieures, mais cette fois, il y a comme l'impression qu'il y a un souci. Et moi, ce qui me fait plus le mal, c'est que personne ne dit rien à personne, à part la communication que le ministère avait fait par rapport au manque du gaz, du propane, du gaz naturel qui servait à tourner les centrales de contour global. Mais est-ce que c'est crédible ces explications? Parce que là aujourd'hui, il va falloir qu'on mette en doute tout. En tout cas, c'est l'officiel. C'est ce qu'on nous a dit officiellement. Oui, bien sûr. Parce qu'on était ensemble dans une salle avec le directeur du cabinet du ministère de l'énergie. On était ensemble. Je crois, à 2 février. Il y avait déjà, c'était en marge du sommet gazoduc, des trucs comme ça, de la zone ouest africaine. Et on nous a retenu quelque part pour nous expliquer en réalité ce qui se passait. À ce moment, les rumeurs couraient comme quoi le Ghana devait entretenir ses réseaux et tout ça là. Donc ils ont retiré leurs mégawatts, tout ça. Maintenant, ce qui est là comme réalité, c'est que on n'a jamais vécu ça. C'est vrai que par le passé, on coupait l'électricité. Parce que les informations dont nous disposons, il se peut que les jours à venir soient encore beaucoup plus difficiles que ce qu'on a vécu jusque-là. Oui, ce que nous on a lu sur les réseaux sociaux, c'est vrai, par rapport à Tinubu aussi qui veut retirer. Parce que ça, il faut que les Togolais le sachent que le Togo n'est pas souverain en matière d'énergie. Le Togolais, c'est vrai, à contour global, qui nous donne quelques mégawatts. Je crois, quelques mégawatts, j'ai oublié. C'est dérisoire, je crois. Et Chandra Kekeli qui. Bon, je ne sais pas si Nangote aussi fournit quelque chose dans la zone là-bas. Mais Atayala n'a jamais été mis sur pied. Oui, ça n'a jamais fonctionné, de toute façon. Et donc, on prend toujours de la Vera, c'est-à-dire que de la Kosovo, du Ghana, du côté ghanéen. On prend aussi de la Côte d'Ivoire, selon ce que les informations que nous avons eues. Bon. On prend aussi du Nigeria. Donc, si ça chauffe chez eux, ils sont obligés de retirer quelques mégawatts. Mais si, par exemple, le président nigérian, qui est là pour le tourisme, n'est pas là pour présider, parce que quand vous suivez le monsieur, suivez mon regard, vous comprenez que c'est un monsieur qui est déjà milliardaire, et comme Donald Trump, il veut faire le summum de tout. Qu'est-ce qui reste dans sa vie? C'est le poste de président. C'est malheureux pour l'Afrique que certaines se positionnent pour être président juste pour le prestige et pour le tourisme. Et donc, tous les présidents qui sont passés n'ont jamais retiré des mégawatts. Si l'information là est avérée, ça veut dire que lui, il veut couper tout. On ne peut pas vivre dans une région communautaire comme ça. Et donc, si tel est le cas, quelle doit être la marge de manœuvre du Togo?
ils n'ont pas des énergies propres pour fournir l'électricité aux Togolais, à tous les Togolais. Et donc, ce serait compliqué. Maintenant, ceux qui ont englouti des centaines de milliards, 500 milliards d'un contour global, et dont on le sait concrètement ce que ça nous amène aujourd'hui. La centrale Kekeli, dans le Béninois, là, qui avait été conseiller, Chegoun, qui est devenu ministre des Affaires étrangères au Bénin, ce qu'il a foutu avec la centrale de Blita, et dont on ne sait ni d'Adam ni d'Ève, comment vous l'appelez? Les tenants des aboutissants. Pas les tenants, les retombées. Parce qu'apparemment, la centrale, non, ça ne fournit rien. Et donc, c'est des choses que les Togolais lambda ne maîtrisent pas. Mais, moi, mon analyse va directement à cela. Je m'en tiens à Tinubu qui dit, si le Nigeria nous donne par exemple 75 MW ou 100 MW, et que ça participe à l'énergie, à la fourniture de l'énergie à travers la société, peut-être la société n'a rien à voir dans tout ça. C'est une question un peu plus globale. Mais la société faisait l'effort quand même de nous donner quelque chose. Mais si ça arrive à ce niveau, il y a un problème à un niveau plus élevé que la CET. Et c'est à la ministre de l'énergie et des mines de nous éclairer. Et depuis toujours, elle ne parle pas. La seule fois où je l'ai vu, c'est lors de la campagne électorale. À travers ça, on va voir qui fait quoi maintenant. Oui. Dans cette histoire d'énergie, ceux qui bouffent consomment seulement ceux qui ont des libéralités à travers les fonds de la CET, tout ça là. C'est le moment où jamais il faut couper tout ça. Ah oui, bien sûr. Bah écoutez, il est 12h03. On me dit qu'on doit faire une pause obligatoire. On le fait et puis on revient juste après. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Ambroise Pondio, Jacques Diakouti et Joseph Gada. On est en train de parler de l'électricité et du carburant qui fait défaut depuis quelques jours. Il semble que les choses se normalisent peu à peu depuis cette matinée. Bon, comme on est en studio, on n'a pas encore eu l'occasion de vérifier tout ça, même si on a vu quand même quelques camions passer. Jacques Diakouti, est-ce qu'on a un problème réel de l'énergie au Togo, finalement? Oui, mais ça, il ne faut pas aller consulter pour savoir qu'on a un problème. Ce que nous constatons aujourd'hui dans notre pays, c'est presque les trois représentants du ciel, c'est-à-dire le Père qui est l'électricité, le Fils qui est le carburant et le Saint-Esprit qui est l'eau. C'est-à-dire qu'on a presque tous ces problèmes. Vous avez trouvé ces images là-haut? Ça m'inspire un article. Allez-y. On a ces problèmes parce que ça va de pair. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'électricité, c'est le carburant. S'il n'y a pas le carburant, c'est l'eau. Parce que ceux qui ont par exemple les forages, s'ils n'ont pas l'électricité, non, rien ne marche. Rien ne marche. Ceux qui ont acheté aujourd'hui les groupes électrogènes, s'il n'y a pas le carburant, comment ils peuvent faire tourner les groupes électrogènes? Pas du tout. Donc vous voyez que ça marche de pair. Donc il faudrait aujourd'hui que les Togolais, même si on invite les Togolais d'acheter les groupes, Eric, de toi à moi, comment ils vont faire pour alimenter les groupes? Alors pourquoi est-ce que personne ne fait véritablement, excusez-moi, honnêtement, la promotion des énergies renouvelables? C'est ce que je voulais dire. Il faudrait aujourd'hui, Eric, que le gouvernement y pense. Vous savez, on avait tenu une émission dans ce studio où on disait il faudrait que l'État cible les quartiers avec les énergies renouvelables dont vous l'avez évoqué tout à l'heure. On cible les quartiers. On prend par exemple Sagbado, on prend par exemple la zone Baguida, on prend par exemple la zone au niveau de Koyivia, Kopé et autres. On essaie de mettre par exemple ces énergies renouvelables dont vous venez d'indiquer. Et je crois que ça va régler le problème. Et il n'y a même pas un grand investissement à faire par rapport à ces énergies renouvelables. On n'aura pas de problème effectivement d'énergie. Mais tout dépend de comment nous sommes en train de vouloir gérer effectivement les choses. Et Ambroise évoquait tout à l'heure la question de, quand il évoquait la centrale Kekeli. Oui. Et également il est contrôle global. Et vous vous rappelez, c'est pas si vous avez encore le son là ici, on nous avait dit que désormais au Togo là, c'est fini. Que c'est fini. Que c'est fini. Adieu les coupures d'électricité. C'est ce qu'on nous avait dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faudrait aujourd'hui que le chef de l'État en personne demande des comptes à ces gens.
Parce qu'ils ont trompé le président. Ils l'ont trompé. Parce qu'on ne peut pas imaginer, avec tous les milliards qu'on a engloutis dans Contrôle Global, les milliards qu'on a engloutis dans Kikeli, et qu'on dise encore qu'au Togo on a des problèmes, mais on ne comprend pas. Il faudrait aujourd'hui que le chef de l'État puisse avoir le courage d'auditer ces deux sociétés et aller aux états généraux de l'énergie au Togo pour voir ce qui se passe. Oui, il faut le faire. Si on ne le fait pas, Eric, on ne peut pas avancer. Quand vous dites aujourd'hui d'essayer d'aller vers les énergies renouvelables, mais Eric, on va sauter du coq à l'âne et finalement on ne va pas avancer. Ce que nous attendons, les résultats escomptés par rapport à ça, on ne le pourra pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple l'organigramme même de la société, on a une ministre très jeune qui s'occupe aujourd'hui de l'énergie au Togo. Et il y a également un conseil spécial du chef de l'État qui est chargé également de l'énergie, qui est le ministre... Non, Bidamon. Abdou Bidamon. Abdou Bidamon. Il est là. Oui, bien sûr. Il est conseiller en énergie. Oui, il est conseiller en énergie. Avec rang de ministre. Rang de ministre, justement. Il ne faut rien là-bas. Donc, vous voyez, il faudrait... C'est des gens qui... Non, c'est sérieux. Non, il faudrait que le chef de l'État... Franchement... Pourquoi je dis ça comment? Il a été ministre de l'énergie, non? Oui. Mais si il est en son temps, ce problème n'était pas récurrent, mais qu'il est là aujourd'hui, s'il n'a pas de conseil à donner, pourquoi on le maintient conseiller du président? Les gens sont conseillers, pourquoi? C'est pourquoi je dis, soit ils sont démissionnaires. Joseph, un mot là-dessus. Que moi j'ai la bouche, c'est celle que je n'aime même pas parler. C'est vraiment compliqué. Tu sais, nous sommes à temps de Pentecôte, tout ce que si j'ai une grande prière à faire, c'est que Dieu puisse quand même nous accorder le don de l'honnêteté au Togo. Bon. Oui, c'est tout ce que moi j'ai. On n'est pas honnête? Non. Trop hypocrite dans ce pays. Je pense que c'est ce que je vais demander. Et je vais beaucoup prier pour que Dieu nous aide vraiment, pour que nous ayons vraiment ce don. Ça va nous changer, bien franchement, au Togo. C'est ce que nous voyons. Tout à l'heure, on a parlé d'aller aux états généraux de l'énergie. Comme on était allé aussi aux états généraux de la presse. Ah oui, ça n'a rien donné. Donc c'est ça aussi. Donc c'est pourquoi je demande vraiment que Dieu nous accorde vraiment au jour de Pentecôte, vraiment le don de l'honnêteté au Togo, franchement. Sinon, je pense qu'on va continuer par tourner en bourrique. Si on a été dans d'autres pays, on a fait tous ces investissements. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait dire bye-bye au problème de délaissage. Alors, on accuse qui? On fait quoi? C'est vraiment compliqué. J'ai appris beaucoup de choses le matin. Le chef d'État a voyagé. Oui. Il est à Paris depuis ce matin. C'est pas ça un problème là. Et après, tout ce qui se passe au Togo. Et après, Paris, il voyage encore. Ah bon? Pour le problème, toujours, pour trouver une solution à ce problème de crise énergétique. C'est à l'UNESCO qu'il va trouver le problème ici au Togo. Non, je pense qu'après la France, parce qu'il va encore voyager. Pour dire tout simplement que c'est vraiment compliqué. Très compliqué. Ce qui nous arrive, c'est vraiment compliqué. On n'a pas de gouvernant. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est ça. Je pense qu'on a des gens qui dirigent le Togo, mais qui ignorent complètement que le peuple existe. On a parlé de l'énergie renouvelable. Certes, c'est une vision, parce que dans ce pays, les gens, il y a eu cette vision depuis. Le pôle Ninévi avait dit cette vision depuis. Normalement, le Togo devait même être le web régional. Le premier pays. Le web régional, quand même, en matière d'énergie renouvelable. Depuis. Vous voyez déjà. Aujourd'hui, quand vous prenez les Occidentaux, eux ne pensent même plus à l'énergie hydraulique. C'est l'énergie nucléaire aujourd'hui. Oui. Donc on a tout. Si on met en place un véritable projet sous-régional avec le Niger qui a l'uranium, je pense qu'on peut mettre en place des centrales nucléaires pour pouvoir produire quand même de l'énergie dans la sous-région. Vous voyez, voilà. Au lieu que les gens se c'est quand plus ça sonne nucléaire là. Non. Ça que le tournis ouais. Donc à nos amis américains et français là, parce que c'est eux seuls qui devraient détenir la centrale nucléaire et militaire. Donc parce que ce qui se passe, c'est encourage la Corée du Nord dans tout ça. Ce qui se passe, c'est que c'est des gens avec que notre économie va reculer. Et nous sommes en train de reculer. Et on le croit de dire. Nous aurons une grande inflation dans les jours à venir. Et on recule tout. Parce que celui qui vient au service du matin jusqu'à 16h. Et il ne produit pas. Il produit rien. Il rentre. Comme hier, moi, j'étais au bureau. J'étais au bureau de 8h jusqu'à 17h avec on me donne, mais qu'est-ce que j'ai pu produire? Et ça, c'est pas tout.
en partant, je voulais aller faire photocopie quelque part. La fille me disait, mais je suis désolé qu'il est depuis 8h jusqu'à 17h, elle n'a pas eu l'électricité. Donc, elle veut partir. Donc, on ne peut pas évoluer comme ça. Je pense qu'au-delà de tout ce que nous disons à gauche, à droite, il va falloir, bon, même s'il n'y a pas les états généraux de l'énergie, au moins, il faudrait, je ne sais pas, moi je ne veux pas parler de forum, mais il faudrait que quand même, vous savez ce qui s'est passé quand le chef d'État organisait le FOPAT, c'est ça, non? Oui. Forum pour les paysans. On peut aussi organiser un forum énergétique aussi et convier tous les acteurs, que ce soit au niveau du secteur privé, public, à réfléchir vraiment sur la problématique. Parce que des investissements qui sont faits et dont on ne profite pas. Mais quand on parle de Kekeli, c'est bon. Mais il faut parler aussi de la centrale photovoltaïque au niveau de l'État. Oui. Qui est là, qui doit nous donner au moins 100 mégawatts, quelque chose comme ça. Avant, c'était 75. On a encore négocié. Le chef d'État a même négocié quand il était en Arabie. Ça peut augmenter les capacités. Mais ça aussi, ça là, c'est là. Bon, c'est pas grand chose là-bas. On ne nous dit pas. Alors que quand vous allez au Burkina aujourd'hui, il y a une grande centrale photovoltaïque qui anime, qui alimente plutôt la capitale. Et aujourd'hui, quand on parle de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire que les gens ont tellement développé cette énergie que on laisse l'énergie hydraulique aux entreprises, aux industriels. Et pour les usages domestiques, on dit que les énergies renouvelables. Messieurs, merci beaucoup. Donc il faut qu'on vraiment réfléchisse là. Alors je voulais parler, pour finir rapidement, dans la parole aux auditeurs pour le direct, la politique avec les élections législatives et régionales. On a tous suivi hier, la Cour constitutionnelle a confirmé les 108 sièges de UNIR lors des législatives du 29 avril dernier. Bon, sans trop de commentaires sur ce sujet, mais je voulais évoquer ce sujet-là qui s'est invité rapidement là-dedans hier, au moment où on attend la confirmation de ce que la CENI a dit le 4 mai dernier. C'est le cas de Jerry Tama, qui nous interpelle à peu près. Jerry Tama qui démissionne carrément, qui quitte la scène politique. Il a dit beaucoup de choses. Le jeu politique, c'est pas ça. Quand vous allez aux élections au Togo ici, ça ne donnera rien, ça n'a rien donné. Et les résultats ne sont pas ce que ça doit être, ou ce qu'on nous publie, c'est pas ce qui sort des urnes. Et il conseille même à la jeunesse de ne pas faire la politique au Togo. Ou si elle veut faire de la politique, d'être dans UNIR pour avoir la paix du cœur, à peu près. J'essaie de le résumer, mais oui. Allez, écoutez, quelle problématique pose finalement ce sujet-là? Est-ce à dire que la politique au Togo ne se joue plus ou n'a jamais été loyale? Ambroise Pondio, je commence par vous donner la parole. D'abord, par rapport à la Cour constitutionnelle, moi je n'ai rien à attendre dans ça. Hein. D'accord, oui, parce bien que sûr. Par le passé, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas une cour de comment on l'appelle, Amadou Djoko, qui est là, qui fait carrière à la Cour et ajouté à Boukossi qui vient d'arriver, qui va changer quelque chose. Même le recours, l'auto-saisine, même eux-mêmes, ils n'arrivent pas à le faire. Le recours qu'a déposé M. Jerry Tama était un recours légaliste, mais ils ne veulent pas se prononcer là-dessus. Parlant de Jerry Tama, revenons-en. Jerry Tama, comment on dit ça, ne peut que s'en prendre à lui-même. Je vais faire une caricature simple et les gens vont comprendre. Allez-y. Jerry Tama est un officier supérieur de l'armée. Est-ce que je mens? Non, il ne l'est plus. Non, il était avant d'arriver. Exactement. Donc, vous imaginez qu'au Togo, dans le régime d'Agnès Singbe, de 63 jusqu'à aujourd'hui, un officier supérieur de l'armée, qui démissionne. Qui soit bro, vilain ou pas, qui décide de devenir politicien au Togo. J'ai jamais entendu ça. Et donc, si la personne décide de devenir politicien, c'est qu'il est en mission. Ah, suivez-moi, suivez-moi très bien. Il est en mission pour venir déstabiliser quelque part certaines choses. C'est-à-dire que pour truffer l'opposition, les mettre en déroute, et sa mission est finie. C'est le rôle que en réalité, Jerry Tama finit sa mission et il repart. Sa mission ne devait pas finir en fait, mais il a précipité la fin de sa mission. Ah, ok. En faisant quoi? En refusant de voter pour ceux qui l'ont amené du lait. Le bœuf est tué, la viande partagée. Et aujourd'hui, quand le monsieur nous dit qu'il quitte la politique, mais vous voyez la fougue du monsieur avec toute une ambition. On ne peut pas aimer la politique, avoir la fougue, créer un parti politique dans 12 ans et me dire que je ne veux plus faire la politique, que je refuse de devenir président.
Donc ça là, c'est pour les soumis, c'est pour les excusez-moi, les lépreux de Korowalé, qu'on va dire ça, ils vont écouter. Mais ici actuellement là, quand M. Tama, je l'admire à certains niveaux, hein, il est très actif sur les réseaux sociaux, tout ça là, j'ai même regretté qu'il ait fait un accident, ça j'ai regretté. Mais on ne peut pas être officier, démissionnaire, faire la politique, c'est parce qu'on a eu une mission, venir déstabiliser l'opposition, et maintenant, je ne veux pas parler d'argent, tout ça là, ça, il n'y a rien sans rien. Et maintenant, quand il nous dit qu'il quitte avec cette fougue-là, je me dis que c'est un faux problème. Il n'est pas le seul à le faire. Ils sont 4 mousquetaires. Et les autres mousquetaires vont le suivre bientôt. La preuve, le lait fini. Et le pouvoir a dit qu'il ne va plus distribuer de lait. Je vous ai dit que Foulani même a fui. Chez qui prenait le beurre, il a fui. Donc, le problème de Tama, ça n'existe pas. Parce que quand il a décidé de voter contre la construction là, la nouvelle construction au Parlement là, mais vous attendez quoi? On va lui rendre la vie difficile. Même ces affaires qu'il est en train de faire là, ce qui peut gagner le mieux, c'est de se taire et gagner ces affaires là pour, s'il veut continuer, les fiscs vont arriver. J'en ai fini pour le moment. Jacques Dakouti, parce que directement, quand on lit le message qu'il a publié, il dit beaucoup de choses, hein, à demi-mot que les résultats qu'on nous a publiés là est tout autre que ce qui sort des urnes. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il nous apprend beaucoup de choses, hein, au vu de ce qu'on a entendu le jour du scrutin. Bon, vous savez, quoi qu'on dise, quand même, il a essayé, mais il a vu que le marigot, il y a trop de caïmans, donc il ne pouvait pas. Donc, il ne pouvait plus continuer, donc... Et pourtant, c'était lui qui accusait l'opposition classique. Non, mais c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que Eric, au moins, il a été au moins honnête. Souvent, on dit, quand tu ne sais pas où tu vas, au moins, il faut savoir d'où tu viens. Donc, et au moins, il a su d'où il venait. C'est-à-dire que il a pris un chemin sans issue, mais finalement, il a compris. Il s'est dit, il va abandonner. Et il a laissé. Je crois que moi, je lui souhaite... beaucoup de chance, et il faut reconnaître également que, comme Ambroise le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un quand même qui a animé quand même la toile. C'est-à-dire qu'avec ses écrits et tout ça là, il a quand même animé la toile, Jerry Tama. Mais il faut reconnaître également que au Togo, vous n'aurez plus encore des opposants essuie-glace, c'est-à-dire que qui font des va-et-vient. C'est fini tout ça? Non, c'est fini au Togo. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Alors, la preuve, quand vous voyez ces élections-là, c'est clair. Ces opposants issus glace là, qui viennent, vous avez vu qu'ils n'ont rien eu. C'est comme ça. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, c'est des choses qui se sont arrêtées. Et vous n'aurez plus ça au Togo. Donc, aujourd'hui, nous avons vu l'opposition que nous avons et le parti au pouvoir. Donc, aujourd'hui, les Togolais, quoi que vous fassiez, en tant qu'opposant, vous êtes obligé de rester opposant, et là, vous avez l'assentiment du peuple. Mais si vous faites les va-et-vient, le peuple vous sanctionne. Alors, il y a directement dans son message qui dit quelque part, je vais le citer, j'ai pris la décision de quitter la politique ce 30 avril 2024 au vu de la vanité de tous nos efforts. Il ne sert à rien de perdre son temps en politique au Togo tant que les résultats des élections n'ont aucun rapport avec le vote des électeurs. Cette situation, cette férocité et cette voracité, je ne l'ai observée dans aucune des 4 élections auxquelles j'ai déjà participé. Cette année était spéciale, dit donc Jerry Tama. Il a aussi évoqué pourquoi est-ce que il fera pas de recours. Pourquoi n'ai-je pas fait de recours? Ceci pour 3 raisons. La première et la plus évidente est que je n'ai plus de raison objective de croire à l'objectivité de notre Cour constitutionnelle. À 2 reprises durant ce mois de mars, j'ai été débouté par cette même Cour sur des sujets où j'estime qu'elle n'avait pas dit le droit. Cela aurait servi à quoi de continuer à la solliciter, d'autant plus que je n'avais pas la totalité des PV. La seconde raison, la plus inquiétante et la plus importante, est que toutes les irrégularités dont j'ai fait mention lors des dépouillements n'ont pas été faites par des personnes opulentes revenues de Lomé. Non.
C'est l'enseignant volontaire payé à 5 000 francs le mois, le paysan ayant perdu son pouvoir d'achat depuis que le soja ne donne plus rien. C'est le diplômé au chômage depuis des années. C'est des pauvres errants qui ont mis une énergie extraordinaire pour dévier le processus de sa trajectoire. S'ils le font, c'est qu'ils sont satisfaits de leur situation. Pire, certains de nos propres membres du bureau de vote et délégués nous ont trahis dans des proportions inimaginables. Comment un membre de bureau de vote formé à plusieurs reprises peut expliquer que sur le PV de son bureau de vote, son parti n'ait pas de voix? Lui-même a voté pour qui? Donc les gens qui soutiennent le système et sont prêts à tout pour son maintien, le font volontairement en connaissance de cause. J'ai en 5 ans de législature investi plusieurs dizaines de millions de francs CFA dans l'ES-Bono. C'est plus de la moitié de mes indemnités de député. Voilà. Entre autres raisons. Il y a beaucoup. Pas forcé, oui, je suis d'accord avec vous. Vous savez, cette litanie ne va rien même faire aux anges. Rien. Ah ouais? Oui. Ça ne va même pas toucher même les anges. Ça ne va même pas les approcher même de quelques secondes. Non. Vous savez, tout à l'heure, j'avais parlé que nous sommes en période de Pentecôte. Il faudrait que l'Esprit Saint nous donne à tous les Togolais l'esprit d'honnêteté. Il a dit le don d'honnêteté. J'ai essayé de faire la politique autrement et j'ai échoué. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est pourquoi il dit qu'il a échoué. C'est pourquoi il dit toute cette litanie-là. Oui, c'est pourquoi moi il dit cette litanie-là ne dit rien aux Togolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acte que vous posez, les Togolais, vous retrouvent. Vous renvoie juste la monnaie de l'acte que vous avez posé. Et je pense qu'au moment de poser l'acte, il faut être vraiment objectif et honnête. C'est ça. Parce que je pense que c'est un politicien au cours de ces dernières années qui a vraiment animé la scène politique d'une manière ou d'une autre. Et que les jeunes ne commencent pas à voir en lui quelqu'un en qui on peut mettre confiance ou bien un modèle de politique. Malheureusement, je pense que les tournures, la scène que nous avons eue ces quelques jours, ces scènes-là ont vraiment influencé, ont mis à genoux complètement tous ces efforts qu'il avait fait. C'est pourquoi à chaque fois, je parle toujours d'honnêteté. Si vous êtes honnête, faut être honnête. C'est que lorsque les gens sentent que vous jouez, c'est pas à l'essuie-glace comme le bien à Tom et Jerry, ça fait que les gens ne se retrouvent même plus en vous. Alors, il a dans son message, excusez-moi, pour finir justement, il dit ceci, écoutez bien, pour finir ce que vous avez déjà lu, je ne crois pas que les élections apporteront de l'alternance politique dans notre pays. Mais ça, c'est autre chose là. Alors, il dit, non, il a dit, je ne crois pas que les élections apporteront de l'alternance politique dans notre pays. Il a voté la Constitution. Pas avec ce que j'ai vu au cours de ces élections. Le net était présent dans 41 CELI sur 52. C'est pas ça 56. Aujourd'hui, je n'encouragerai aucun jeune à entrer en politique, sauf dans les rangs du parti UNIR. C'est une perte de temps et d'argent. Occupez-vous de vos vies et faites du business. Nous restons un pays à économie libérale et on peut encore réussir. Eric, vous pouvez tout lire. Eric, je dis. Parce qu'il dit exactement ce que Alipui a dit. Oui. Ils sont quelque chose dans même. Et Kabara aussi. Oui. Pas Kabara. Et Kaboua. Ils ont quelque chose dans la gorge qui ne saute pas. Le lait? La fraude. Non. Eric. Que le pouvoir a fraudé. Eric. Massivement. Moi, je reviens là-dessus. Il n'arrive pas à le dire. Je reviens là-dessus pour dire. Et tu as raison dans ce sens. Tant que nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes, nous ne demandons pas à la population d'être honnête avec nous. Non, c'est-à-dire que la vie, c'est simple. Il n'y a rien n'est compliqué dans la vie. L'image que tu reflètes aux gens, c'est cette image qu'on te renvoie, point. Permettez que je prenne la litanie peut faire, je ne sais pas, plus de 1000 pages. Tout ce que Jerry Tama a raconté, les gens savent. Que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau du pouvoir, les gens savent tout ce qu'il a raconté. Mais là où m'a fait mal, moi je l'ai dit, il est encore trop jeune. Tu sais, quand les Sonko et les Faye ont démissionné, si c'est qu'ils avaient démissionné, ils n'allaient même pas en arriver là. Aujourd'hui, moi je l'encourage à aller encore aux élections locales. C'est une forme de lâcheté? De lâcheté, oui.
Moi, je crois que Jerry Tama, c'est le lait qu'on lui a donné qu'il a saoulé. Non, Le lait l'a saoulé, sérieux. Le lait alcoolisé. Non, attendez, il va falloir. Peut-être qu'on a moins de temps, mais pour pouvoir analyser tous les contours de ce sujet-là, c'est vraiment important. Non, le lait qu'il a consommé pendant tout ce lait mandat. alcoolisé. Ah, vous dites que c'est le lait qu'il a saoulé. Oui, c'est ça. Joseph dit qu'en réalité, il fait preuve de lâcheté. Oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que. Ambrose dit qu'il a raison. On va continuer de débattre avec d'autres confrères. C'est un point. Parce qu'il veut dire qu'il y a tellement de fraude. Parce que, regardez, Jean-Pierre Fabre est passé de député, maire, député. Alors, moi, je ne pense pas pourquoi il serait vraiment tellement découragé pour dire non que. En fait, il ne veut même plus revenir sur la scène politique. Alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être que c'est une leçon. C'est une leçon que sa communauté de S-Mono. Il est saoulé là. Non, Eric, je vais prendre rapidement deux auditeurs. Excusez-moi. C'est vrai que le thème est parti, mais on leur fera trop de France en ne les prenant pas. On prend le premier auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Comment allez-vous? On va bien. Oui, votre prénom rapidement, s'il vous plaît. Gilbert. Monsieur Gilbert. Oui. Allez-y. Je voulais intervenir un peu par rapport à Jerry Tama. Oui, allez-y rapidement. Je ne suis pas un militant du net, mais à la proclamation des résultats, ce que moi j'ai compris, c'est que ce serait difficile que pour une campagne de ne pas quelqu'un, un votant aille voter la législative pour la personne et non pour les régionales. Je m'avais pour preuve, c'est qu'on a proclamé dans l'Est-Mono, Jerry Tama ayant gagné 1000 et quelques voix pour les législatives, 8000 et quelques pour les régionales. Non, c'est incongru. Ce n'est pas possible. Oui, on a vu ça sur plusieurs listes pour d'autres partis aussi. Oui, on a vu ça sur plusieurs listes pour d'autres partis aussi. Même pour unir, je crois que j'ai vu ça. Ah, l'auditeur, il est parti. Il n'a pas compris. Alors, il y a un autre auditeur qui nous dit Tama a fini de jouer son rôle et passe de l'autre côté du rideau. Pas de commentaire. Allô? Oui. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est Pelé. Monsieur Pelé, allez-y. Bon, je salue de passage mon ami Jerry Tama. Oui. Je l'attaquais tout ça. Je l'attendais à ce carrefour. Parce que quand il était arrivé au camp, quand il a quitté le camp pour arriver en politique, il a quitté les fonctions. Normalement, dans sa déclaration, il devait dire pardon à ce leader de l'opposition. Ils sont en train de souffrir sur le terrain. C'est pas facile. Vous voyez, quand lui est militaire, et il vient, et il démissionne, il faut saluer les civils. C'est ça. Donc, tout ça là, je pense qu'il ne faut pas le condamner aussi de ce côté. C'est M. Jerry Tama en 2015, il était candidat et il n'a même pas les gens dans le bureau de vote. Le lendemain, il s'est proclamé que c'est Paul Yacine qui a gagné. Sans résultat, il dit que c'est Paul Yacine qui a gagné. Ça, c'est une mission. Il a compris. Maintenant, en 2020, on lui a dit de ne pas aller aux élections en 2030. On va le laisser. Quand il voit que le boulevard est fermé, maintenant, il dit qu'il va quitter le camp. Bon, quand la vache est là, il y a le lait. Mais quand on a tué la vache, c'est pour le lait maintenant. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Pelé. On ne prend pas d'auditeurs. Il y a un auteur qui nous dit Jerry a dit beaucoup de choses vraies dans sa sortie. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il faut lui reconnaître la capacité d'avoir reconnu que ce qui se passe au Togo est tout sauf des élections. Voilà, on va s'arrêter là, malheureusement, pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques Dakouti. Merci. Oui. C'est le sujet qui parce que les jeunes doivent apprendre de la politique que les adultes font. Le débat n'est pas terminé. Je vais continuer avec le confrère. C'est grave. On pourra retrouver là-dessus. La viande distribuée. Merci beaucoup. Merci à Francis Daye. Appelez-moi, c'est Dérigator. À très vite sur la radio. Au revoir.